Un entrepreneur noir à la tête d'une chaîne de boutiques de luxe décide un jour de se rendre incognito dans l'une de ses propres enseignes. Ayant grandi dans un monde marqué par le racisme et les préjugés, Marcellus Boyd a dû se battre toute sa vie pour atteindre les sommets du monde du luxe. Mais ce jour-là, vêtu simplement, il entre dans cette boutique sans révéler son identité. Dès son entrée, les regards des employés glissent sur lui, indifférents. Les clients blancs, eux, reçoivent un accueil chaleureux. Marcellus observe, ressentant un mélange de frustration et de colère. Il s'arrête devant une vitrine de montres de luxe et demande à voir un modèle précis. L'assistant des ventes le regarde avec méfiance et hésite. Quelques secondes plus tard, le gérant de la boutique, Grayson Adler, intervient. Avec un ton condescendant et empreint de préjugés, Grayson suggère que Marcellus ne correspond pas au profil de la clientèle. Il laisse entendre que certains clients viennent juste pour regarder, insinuant que Marcellus ne peut pas se permettre d'acheter ce produit. Marcellus, bien que blessé, garde son calme, maîtrisant sa colère avec une discipline forgée par des années de lutte. Il quitte la boutique sans se dévoiler, mais l'expérience ravive en lui des souvenirs douloureux de son enfance et de toutes les fois où il a été jugé, exclu ou rabaissé. Ce soir-là, il réfléchit longuement à la manière de confronter cette injustice, non pas pour lui-même, mais pour tous ceux qui pourraient vivre la même expérience. Le lendemain, Marcellus revient dans la boutique, cette fois vêtu d'un costume sur mesure, incarnant tout ce qu'il a construit. Son entrée impose le respect immédiat. Grayson, réalisant qui il est, devient blême. Le choc et la peur se lisent sur son visage. Marcellus, avec un calme glacial, rappelle à Grayson les valeurs que l'entreprise prétend défendre. Dès cet instant, une transformation s'amorce dans la gestion de son entreprise. Marcellus décide de revoir en profondeur les politiques internes, mettant en place des formations sur la diversité et l'inclusion, et encourageant les employés à dénoncer tout comportement discriminatoire. Il s'assure que chaque client, peu importe son apparence ou son origine, soit traité avec le même respect. L'histoire de Marcellus Boyd n'est pas seulement celle d'un homme ayant surmonté les obstacles, mais celle d'une détermination à transformer son environnement, à briser les préjugés et à montrer que le vrai luxe ne réside pas dans les produits, mais dans la dignité et le respect de chaque individu. Marcellus constatait les premiers fruits de ses efforts. Les boutiques commençaient à respirer un nouvel air. Les employés semblaient plus motivés, les clients diversifiés revenaient plus souvent, et les témoignages positifs sur les réseaux sociaux augmentaient. Mais pour lui, il ne s'agissait pas seulement de chiffres ou de réputation, il s'agissait de changer une culture profondément enracinée. Quelques semaines après sa confrontation avec Grayson, Marcellus reçut un appel de Rebecca. « Marcellus, tu devrais venir au magasin principal, » dit-elle. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il, sur ses gardes. « Non, au contraire. Il y a une surprise que tu dois voir par toi-même. » Intrigué, Marcellus prit le premier taxi pour Manhattan. En entrant dans la boutique, il remarqua immédiatement un changement d'atmosphère. L'accueil était chaleureux, les vendeurs attentifs à chaque client sans distinction. Les sourires semblaient sincères, et les conversations étaient pleines de respect et de professionnalisme. Mais ce qui attira le plus son attention, c'était Grayson. L'ancien gérant arrogant, désormais en poste d'accueil, était méconnaissable. Il se tenait près de l'entrée, saluant chaque client avec une politesse irréprochable. Lorsqu'il croisa le regard de Marcellus, il s'inclina légèrement, visiblement mal à l'aise, mais aussi déterminé à montrer qu'il avait changé. Rebecca s'approcha de Marcellus. « Regarde ça », dit-elle en pointant discrètement une scène. Grayson était en train de conseiller une jeune femme portant des vêtements modestes. Il lui expliquait avec patience et gentillesse les caractéristiques d'un sac à main de luxe. Lorsque la cliente hésita, il ne fit aucune remarque déplacée, mais proposa des options plus adaptées à ses besoins et à son budget. Marcellus observa la scène avec attention. Une partie de lui était satisfaite, mais une autre restait sceptique. Grayson jouait-il un rôle, ou avait-il vraiment changé? Quand la cliente partit avec un sourire, Grayson se dirigea vers Marcellus. « Monsieur Boyd, » commença-t-il, hésitant. « Je voulais vous remercier pour la seconde chance que vous m'avez donnée. Je réalise maintenant à quel point j'étais aveuglé par mes préjugés. » Marcellus resta silencieux pendant un moment, scrutant le visage de Grayson à la recherche de sincérité. « Vous avez fait des progrès, Grayson. Mais sachez que la vraie transformation ne se mesure pas en quelques semaines. C'est un engagement à vie. Continuez sur cette voie, et peut-être que vous pourrez regagner ma confiance un jour. » Grayson hocha la tête, visiblement soulagé, mais conscient qu'il avait encore un long chemin à parcourir. Quelques mois plus tard, Marcellus annonça la création d'un programme appelé « Égalité par l'excellence », un projet destiné à former les jeunes issus de milieux défavorisés au métier du luxe. Il voulait que son entreprise devienne un exemple, non seulement dans l'industrie,
mais dans la société en général. Lors du lancement officiel du programme, il monta sur scène devant un public composé d'employés, de clients et de journalistes. Quand j'étais enfant, on m'a dit que je ne réussirais jamais dans ce monde. Mais aujourd'hui, je suis ici, non pas parce que j'ai prouvé qu'ils avaient tort, mais parce que j'ai toujours cru en mes rêves. Et je veux que ce programme inspire une nouvelle génération à croire en eux-mêmes. Peu importe d'où vous venez ou ce que les autres pensent de vous, vous méritez une place à cette table. La salle éclata en applaudissements. À ce moment précis, Marcelu comprit que son combat n'était pas simplement pour lui, mais pour tous ceux qui viendraient après lui. Le lendemain, les médias saluèrent son initiative comme un pas en avant dans un secteur souvent critiqué pour son exclusivité. Marcelu, cependant, n'était pas encore satisfait. Il savait que le changement véritable prenait du temps et demandait des efforts constants. Alors qu'il regardait par la fenêtre de son bureau, la skyline de New York en arrière-plan, il murmura pour lui-même « Ce n'est que le début ». Quelques années passèrent, et le programme Égalité par l'excellence dépassa toutes les attentes. Des jeunes talents venus de milieux défavorisés, désormais formés et diplômés, intégraient non seulement l'entreprise de Marcelu, mais aussi d'autres grandes maisons de luxe. Ce projet transforma l'industrie et devint une référence mondiale. Cependant, tout succès attire des défis. Certaines entreprises rivales, menacées par la montée en puissance de Marcelu et sa vision inclusive, commencèrent à répandre des rumeurs pour ternir sa réputation. Un jour, Rebecca entra dans le bureau de Marcelu avec une expression préoccupée. « Marcelu, on a un problème. » Il posa son café et fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe ?» Rebecca lui tendit un article de presse. Le titre était accrocheur. Des accusations de favoritisme entachent le programme Égalité par l'excellence. L'article affirmait que Marcelu utilisait le programme comme une façade pour promouvoir uniquement les candidats qu'il connaissait personnellement, laissant de côté ceux qui ne correspondaient pas à ses intérêts. Marcelu éclata de rire, mais pas de joie. « Favoritisme ? Sérieusement ? » « Ce n'est pas tout, » ajouta Rebecca. Un ancien employé, probablement vexé d'avoir été licencié, affirme que le programme sert surtout à redorer ton image personnelle. Les réseaux sociaux s'enflamment. Marcelu inspira profondément. Il savait que répondre dans la colère ne ferait qu'aggraver la situation. « Prépare une déclaration publique, » dit-il après un moment de réflexion. « Je veux organiser une conférence de presse. Et invite aussi les diplômés de notre programme. Je vais laisser leur réussite parler à ma place. » Quelques jours plus tard, Marcelu monta sur scène devant une salle comble. Des journalistes, des employés, et surtout d'anciens élèves du programme étaient présents. Il commença calmement. « Les rumeurs sont faciles à croire. Elles séduisent parce qu'elles offrent une histoire simple à comprendre, même si elle est fausse. » Il fit une pause, balayant la salle du regard. « Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour me défendre avec des mots. Je suis là pour vous montrer des preuves vivantes. Voici quelques-unes des personnes qui ont bénéficié de ce programme. » Un par un, les anciens élèves montèrent sur scène. Chacun raconta son parcours, comment ils étaient partis de rien, comment le programme leur avait offert une chance, et comment ils avaient bâti une carrière grâce à cela. Certains étaient devenus créateurs de mode, d'autres gestionnaires ou entrepreneurs. L'intervention la plus marquante fut celle d'Amara, une jeune femme autrefois sans abri, aujourd'hui à la tête de sa propre marque de bijoux de luxe. « Sans ce programme, je n'aurais jamais eu l'opportunité de réaliser mes rêves. Marcelu Boyd ne m'a jamais demandé d'où je venais, mais où je voulais aller. Et aujourd'hui, je suis fier de dire que je vais loin. » La salle éclata en applaudissements. Marcelu conclut avec un sourire calme. « Le vrai changement dérange toujours ceux qui préfèrent l'immobilisme. Mais je ne m'arrêterai pas. Je continuerai à ouvrir des portes, même si certains essaient de les refermer. » Cette conférence fit taire les rumeurs et renforça la réputation de Marcelu. Mais ce succès le poussa à aller encore plus loin. Il annonça bientôt un nouveau projet ambitieux. Une école internationale de formation au métier du luxe, ouverte à tous, financée en partie par ses propres bénéfices. Marcelu n'était plus seulement un leader d'entreprise, il devenait un mouvement. Et au sommet de son succès, il se souvenait toujours de ses origines modestes, gardant une phrase gravée dans son esprit. « Ce n'est pas le sommet qui compte, mais les chemins que l'on ouvre pour les autres. » Quelques mois plus tard, Marcelu annonça qu'il prenait sa retraite. Lors de son discours d'adieu, prononcé devant un parterre de dirigeants, d'anciens élèves et de collaborateurs, il déclara « Le luxe, pour moi, n'a jamais été une question d'argent ou de statut. C'est un article. Et cet art ne vaut rien si nous ne l'utilisons pas pour enrichir la vie des autres. Aujourd'hui, je passe le flambeau, mais ma mission est accomplie. » Rebecca, toujours à ses côtés après toutes ces années, sourit avec émotion.
Elle savait que Marcelu avait marqué le monde bien au-delà des affaires. Des décennies plus tard, son nom était inscrit dans les livres d'histoire. Non pas comme un simple magnate du luxe, mais comme un homme qui avait changé des vies, brisé des barrières et prouvé qu'avec vision et persévérance, il était possible de bâtir un empire tout en restant fidèle à ses valeurs. Sur son épitaphe, ces mots furent gravés. Ici repose Marcelu Boyd. Il n'a pas construit un empire pour lui-même, mais des ponts pour les autres.